Je vais appeler le porte-parole de la table numéro 1 pour venir nous raconter en 3 minutes le fruit du travail et des réflexions. Il n'y a plus de numéro 1, donc ce sera la table numéro 2. Et on peut même les applaudir et surtout les écouter. Alors vous pouvez soit prendre mon micro, soit parler ici, ça marche aussi je crois. C'est minuté ou pas du coup 10 minutes ? C'est parti, 3 minutes. Alors notre défi c'était les outils pédagogiques pour communiquer. Notre nouveau nom de défi c'est comment rendre accessible au plus grand nombre la connaissance de l'aléa et les moyens de prévention. Donc au niveau des publics et des cibles prioritaires, les citoyens, mais en priorité les populations vulnérables, enfants, personnes âgées, personnes dépendantes, et en cible relais, toutes les institutions publiques ou privées, associations, entreprises, assurances, etc. Le contexte, aujourd'hui sur les territoires, il y a plusieurs risques, donc c'est des territoires multirisques, et il y a une très forte méconnaissance des aléas plus un déni des aléas, c'est-à-dire que la plupart des personnes ne veulent pas savoir, ne veulent pas connaître les aléas. Donc ni leurs conséquences, ni leurs dates, ni les possibilités de retour. Par exemple des inondations. Par ailleurs, la population est mobile, donc on a évidemment les populations qui habitent là depuis longtemps, mais il y a toujours des nouveaux arrivants, il peut aussi y avoir des touristes. Au niveau du besoin, le besoin était vraiment de partir de l'histoire des territoires et des hommes, afin de pouvoir créer des scènes de partage adaptées au territoire, avec des connaissances rendues accessibles, compréhensibles et acceptables. Donc beaucoup d'informations et de sensibilisation d'une part, par exemple avec des journées du risque naturel, des manifestations locales adaptées au type d'aléas présents, et des formations adaptées à tous les types de publics. Les blocages qu'on a pu voir dans les besoins sont surtout que les messages sont souvent anxiogènes. Sur les possibles, alors là on s'est un peu lâché de manière un peu technique, mais en gros il peut y avoir des boîtes à histoires qui pourraient être sur le web, des pétitions internet pour avoir des adéquations entre les décisions des PLU, des plans d'urbanisme avec les plans de prévention des risques, les PPRI, d'utiliser par exemple les technologies blockchain et de web sémantique pour avoir de la démocratie participative, d'utiliser des chatbots et de l'intelligence artificielle pour pouvoir donner les bonnes pratiques au bon moment en cas de crise, d'utiliser la réalité virtuelle pour mieux se rendre compte des conséquences des risques, et d'utiliser tout plein de simulations, avec peut-être des jeux de simulation. On a pensé pour les plus petits à un espèce de SimCity-like, et puis pour les ados, un espèce de Pokémon Go qu'on a redit comme Aléa Go, ou Risque Go, Aléa Go, on pense. Les contraintes, ça peut aller jusqu'à réinterroger le rapport entre l'homme et la nature et l'homme et l'environnement. Il y a énormément d'enjeux politiques, et quand on regarde par exemple les fonds Barnier qui vont indemniser à des endroits quand on construit sur des zones inondables. Autre contrainte, vraiment la prise en compte de toutes les parties prenantes dans les décisions. Une autre contrainte liée à la technicité du projet et la complexité et comment toucher tout le monde. Et les réseaux d'accès pour prévention en cas de crise. Et aussi, en cas de crise, avoir les données de géolocalisation très précises des personnes pour pouvoir les toucher. Au niveau des ressources, tous les outils de simulation, jeux, web, des couches de données sur les risques et des données géographiques, des bases de données sur MNT, modèles numériques de terrain, les plateformes d'intelligence artificielle et des plateformes blockchain, des sites web pour raconter des histoires et des sites web collaboratifs comme des forums. Merci beaucoup. C'était très clair, pas de questions, on enchaîne. De toute façon, les défis seront réécrits, numérisés, et on les postera la semaine prochaine sur le forum, sur l'Etalab, ou sur le forum du gouvernement, sur le site du ministère. Donc là, on pourra en discuter, poser des questions, etc. J'appelle finalement la table numéro 1 que j'ai un petit peu sautée, donc vous pouvez venir nous raconter un petit peu. On parle là-dedans ?
Donc nous, on était la table numéro 1 et le défi, c'était quelles informations extraire des mouvements de population. Donc pour résumer en 2-3 points, je peux parler aussi là-dedans. La première chose qu'on s'était dit, c'était que les informations de mouvement de population, ça pouvait permettre de réagir en cas de crise, donc ça va permettre de détecter des mouvements de population exceptionnels. Donc si on a des mouvements de population exceptionnels, c'est peut-être la sortie d'un match de foot, mais c'est peut-être aussi autre chose. Donc on peut avoir des algos tout simples pour détecter ça, et après, évidemment, s'il faut intervenir en cas de sinistre, savoir comment la population se déplace, ça permet d'arriver avec un minimum d'informations et pas d'improviser un secours ou une intervention sur un sinistre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça permet aussi d'apprendre du passé. Si on a des informations historiques sur comment les populations se sont déplacées lors d'un sinistre, on va pouvoir rejouer des scénarios de crise et apprendre et améliorer l'existant pour que les prochaines fois, les choses se passent mieux. Et on peut aussi imaginer à terme des applications de machine learning ou des choses plus avancées sur l'ensemble de ces données. La deuxième question, c'est comment on se procure ces données. La principale source de ces données, ça va surtout être les téléphones mobiles. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas forcément encore ces applications en place? C'est parce que ces informations-là sont assez difficilement disponibles. Donc on a discuté avec les personnes d'Orange pour le hackathon, et a priori pour le hackathon il y aura moyen d'avoir des bases de données d'informations statiques, mais aussi de flux de téléphones. Une autre information importante, c'est qu'un opérateur de téléphone va voir passer tous les téléphones de tous les autres opérateurs, c'est-à-dire que Orange va voir passer les téléphones de Free, de SFR, donc il n'y a pas besoin de faire un partenariat avec tous les opérateurs, un seul suffit pour avoir les infos. Donc voilà, donc la principale source pour nous ce serait ces données de téléphone mobile, et on a pensé à d'autres sources comme les données d'information sur la circulation, le nombre de véhicules qui vont être comptés à certains endroits, peut-être aussi des informations comme celles des caméras de surveillance où on pourrait faire de la reconnaissance de forme, ce genre de choses. Bref, voilà, c'est à peu près ce qu'on avait brossé comme tableau dans notre petite table. Voilà. Merci, je garde ça du coup. Merci beaucoup. Et donc du coup j'appelle la table numéro 3. Alors la table numéro 3 avait comme sujet les outils de gestion de risque pour les décideurs. Et nous avons baptisé le nom du défi le GRIM, en substance petit nom pour le BIM de la gestion des risques. Alors au niveau de la cible, c'est les différents décideurs qu'on a définis peut-être en périmètre un peu différent entre eux avant le risque, pendant le risque et après, mais en substance qui regroupe tout ce qui les aménageurs, les gestionnaires de réseau, les élus, les industriels, les assureurs et pendant, c'est les cellules de crise où essentiellement l'élu et le préfet se rencontrent face aux outils pour pouvoir prendre les décisions. En ce qui concerne le contexte, donc il y a de l'existant, il y a déjà des outils de gestion de risque qui existent. Néanmoins, en dehors des outils, il y a un fonctionnement en silo et un manque d'interopérabilité entre les différents acteurs et les différents outils. Les diagnostics sont imparfaits, dans le sens aussi où les modélisations n'intègrent pas les évolutions du territoire et surtout l'évolution de la nature des risques en fonction notamment des changements climatiques. Et également, il y a des difficultés de prise de décision liées au contexte d'incertitude liées en fait à ces événements et la difficulté de décision face à la pression économique et l'articulation de la pression économique et la notion d'héritage. Dans la description du besoin, on est allé un peu, allé dans les outils. En fait, il nous faut un outil de gouvernance éclairé, partagé et mis à jour surtout en temps réel, qui permet les anticipations ou les tendances sur les crises à venir. C'est de mettre en place des modèles selon les risques. Des outils d'observation en temps réel avec des alertes sur s'il y a une anomalie à détecter par rapport à des tendances et avec, ce qui est plus difficile, l'injection d'analyse comportementale dans les simulations, tout ce qui est population et vulnérabilité. Et bien sûr, un outil de cartographie des risques à l'instant T avec des impacts chiffrés
et une évaluation de la criticité et de son évolution heure par heure, et donc le coût et l'évolution du coût heure par heure, et avec l'évaluation de l'incertitude. Donc on a en fait c'est ce qu'on a mis en possible, notre BIM de la gestion des risques. En fait, c'est un outil systémique, dynamique, transposable sur tout le territoire et surtout évolutif, qui aurait plusieurs briques, un système d'observation avec des acquisitions de données collaboratives qui tapent sur les systèmes existants, mais aussi sur des systèmes partagés en temps réel, avec là on tape sur des données non structurées, issues des réseaux sociaux, issues des mobiles, bien sûr de la donnée géolocalisée, et avec des filtres qui sont définis par rapport à chaque nature de risque, par rapport à chaque type de territoire, et sur la qualification de l'intervention. Donc c'est un outil collaboratif, un peu à l'instar du BIM, pour que tous les acteurs puissent prendre les bonnes décisions par rapport à la gestion du risque. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et donc du coup, table numéro 4. Ah, 3 bis, ok, 3 bis si vous voulez. Ça marche. J'avais oublié qu'il y avait des bis. Tiens. Merci. Voilà, donc pour le BIS, c'était toujours les outils de la gestion du risque à l'attention des décideurs. BIS, du coup. Le défi, on l'a renommé, c'est comment structurer la gestion des données et la diffusion de l'information entre les différents acteurs. Pour cela, on a identifié un acteur, l'usager, c'est le maire, les élus locaux à qui se destine le service. Mais à travers lui, c'est l'ensemble de la population, les citoyens, les entreprises, le préfet et les différents usagers. Le contexte, il est en 3 parties. Celui du droit des citoyens à l'information préventive pour être impliqués dans la gestion des risques. Il y a les acteurs, les décideurs, qui ont une responsabilité, notamment le maire en termes d'action préventive. Et il y a les risques naturels. L'idée, c'est de responsabiliser tous les administrés en termes de risques naturels. Donc le besoin, c'est un besoin de normalisation et de mise à disposition des données pendant la crise, mais surtout avant et dans le post-crise. Donc pour tout ça, on propose une plateforme en amont, une plateforme en mode SaaS qui soit multi-sujet, qui soit commune par commune, et avec différentes options qu'on a pu élaborer. Celle de fournir l'information et d'analyser la data, un algorithme d'intelligence artificielle pour évaluer et alerter de manière automatique, un module en ligne pour l'éducation des décideurs et des élus locaux, et la modélisation de scénarii, ainsi qu'un Wikipédia intelligent qui regrouperait l'ensemble des données. Les contraintes pour la résolution, c'est les compétences métiers qui ne sont pas partagées par tous les décideurs, l'organisation en interne pour établir les missions et les responsabilités. Et aujourd'hui, on trouve que l'information, elle est illisible et il faut une vulgarisation et une meilleure accessibilité de l'information. Enfin, un meilleur cadre de normalisation, un cadre juridique pour définir la responsabilité de l'élu et la protection des données. Les ressources nécessaires pour cette plateforme, pour qu'elle soit efficace et pérenne, c'est de faire appel aux 102 sources de données utilisées pour lesquelles on a fait référence ce matin, avec une information qui soit respectueuse des standards pour encourager le développement des services utilisateurs. Il faut un relais auprès des réseaux sociaux et faire appel à un outil comme celui proposé par IBM. Et enfin, un développement open source de la plateforme, une sorte de hack risque au niveau national, mais qui impliquerait l'ensemble des citoyens et qui permettrait de diffuser la plateforme. Merci. Merci beaucoup. Et donc la table numéro 4 maintenant, s'il n'y a pas de 3 tierces. Non. Table numéro 4. Qui a peut-être... Ah non, qui est là. Très bien. Bien. Alors, notre défi. Comment mobiliser l'intelligence collective au service de la prévention des risques? Et je dois dire, on a hésité avec un autre titre qui était « Comment faire du citoyen un acteur de la prévention des risques ». Vous noterez au passage qu'on a transformé multitude en intelligence collective, si bien
que notre défi pourrait s'intituler aussi bien « Comment transformer la multitude en intelligence collective ». Pour quelle raison? Nous partons du constat suivant. En respectant toujours cette segmentation temporelle, avant, on a des populations qui ne sont pas bien acculturées au risque, qui n'ont pas conservé une mémoire de ce qui a pu se passer. Pendant, par manque d'information, par malvoyance, par cécité, on a un système d'information qui devient défaillant. Par exemple, quand on a des crues, on a des capteurs qui ne cessent de capter, qui cessent de remonter de l'information. Et la malvoyance est pire que la cécité. Et puis aussi, pendant, l'acteur localement qui transmet des consignes n'est pas forcément légitime ou crédible. Alors on n'applique pas forcément les consignes. Et puis après l'événement, on manque de méthodes dans la canalisation des initiatives solidaires, par exemple. Il y a des gens qui se précipitent sur les lieux et qui gênent le secours qui est porté plutôt que d'y apporter quelque chose d'utile, de la valeur. Et puis surtout, on ne maintient pas une mémoire active de ce qui s'est passé. Alors quel est notre besoin? Notre besoin, il se répartit sur trois directions. Le premier, c'est d'obtenir une adhésion. En fait, ça pourrait s'intituler « Comment enrôler les gens ?» Comment canaliser des solidarités citoyennes? Comment les informer? Comment déployer un réseau d'observation instantanément? Le rendre efficace? Comment consolider des informations multiples et hétérogènes, en fait? Et puis aussi, comment identifier et mutualiser des bonnes pratiques? En fait, si on résume pour l'essentiel, en 1999, après les tempêtes, on a pensé introduire le dispositif de vigilance. Aujourd'hui, on pense qu'il faut passer à un dispositif de vigilance qui repose sur les nouvelles technologies de l'information, le monde des réseaux, le monde du big data. Pour ça, il faut créer une boucle. La vigilance, c'est un dispositif qui est top-down. Maintenant, on voudrait le compléter et l'enrichir par un dispositif bottom-up. Et ça, c'est la nouvelle étape à franchir, il nous semble, à travers toutes les ressources qui sont disponibles et tous les acteurs qui sont disponibles pour relever ce type de défi. Voilà notre défi. Comment mobiliser l'intelligence collective au service de la prévention des risques? Eh bien, très certainement à travers un grand réseau citoyen capable de partager l'information, partager, mutualiser l'expérience et surtout conserver la mémoire. Merci. Et donc maintenant la table numéro 5, s'il n'y a pas de 4 bis. C'est à vous. Notre table avait pour but de dégager des solutions permettant donc d'intégrer la multitude des risques naturels. Donc oui, très souvent on parle d'inondation, de risques d'inondation ou de risques climatiques. Néanmoins, il y a également une interaction qui existe entre ces risques et donc nous voulons proposer une solution à cela. Donc le public que nous visons doit être le plus large possible et donc nous avons décidé de nous tourner vers une application portable qui doit avoir plusieurs fonctionnalités. Premièrement, informative pour informer sur les risques qui sont liés aux contraintes géographiques. Et dans un second temps, cette application doit également fonctionner en mode urgence pour transmettre des informations et pour mieux prévenir les risques. Donc, nous avons tout d'abord identifié l'importance de la mise en place d'un réseau d'échange. Donc, c'est un réseau participatif qui doit être mis en place dans le cadre de cette application. Et donc voilà, c'est notre premier pilier.
les problèmes qui sont liés aux applications qui existent déjà et qui sont souvent monolithiques et que les données et l'agrégation des données est également difficile. Enfin, les données ne sont souvent pas intelligibles, ce qui est souvent le cas sur les réseaux sociaux où on est inondé d'informations et donc on ne sait plus exactement quoi faire. Donc, l'application web ou mobile que nous allons développer va donc informer sur les risques, avoir un mode hors connexion pour pouvoir transmettre également des données en cas de coupure réseau ou bien si jamais on est pris dans une avalanche ou bien sous des décombres d'immeubles. Éventuellement ajouter une fonctionnalité de réalité augmentée pour mieux sensibiliser sur les risques aux endroits où se situent les usagers. Et enfin, une fonctionnalité ludique éventuellement qui nous permettrait de mieux sensibiliser sur les risques et de mieux intégrer donc les risques qui sont dans l'environnement de l'usager. Donc tout ce que nous avons identifié comme problème et ce que nous proposons correspond globalement à une application qui traite déjà en partie donc ce que nous avons proposé disponible sur l'App Store et sur Google Play. C'est l'application de Monsieur Gilland qui s'appelle Signalert, donc qui est ici présent. Cette application nous permet de lancer des alertes ou bien de consulter les risques, par exemple les risques de crue. Donc, soit nous allons développer cette application dans le cadre du hackathon, soit nous allons proposer une autre application qui va être complémentaire avec l'application de Monsieur Gilland, tout en incluant une mode hors connexion et en traitant un panel plus large de données. Voilà. Merci beaucoup. Table suivante. Moi, je suis perdu dans les chiffres, donc je ne me souviens plus. 6, table 6, s'il vous plaît. Et la table 7 ou 6 bis se prépare à prendre la suite. Bien, alors notre défi était de savoir comment mobiliser l'entraide entre les habitants. Alors évidemment, on a travaillé autour d'une idée qui est d'abord l'idée un peu générale de ce qu'on vient de se dire, qui est en fait une plateforme d'entraide, un réseau social 3.0, permettant de faire face aux risques naturels, bien sûr efficace en temps de risque lors de l'événement, mais on s'est dit il faut que cette plateforme elle soit utilisée régulièrement parce que sinon on va avoir des problèmes de fréquentation, on ne saura pas l'utiliser au moment opportun. Donc on s'est dit il faut déjà faire levier sur l'existant, sur les associations de quartier, sur la fête des voisins, les associations de voisinage. Il faut que ce soit un réseau qui puisse faire levier sur l'existant, sur l'engagement existant des associations de quartier et de voisinage, avec évidemment les associations de protection civile. L'existant, ce sont les réseaux sociaux, hein, c'est les Facebook, donc il faut qu'on arrive aussi à fédérer les réseaux sociaux. Et puis on s'est dit, il faut aller au-delà, il faut créer une base de données citoyennes, des engagements civiques locaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse identifier les gens qui sont volontaires pour aider et qui puissent amener aussi leurs assets, c'est-à-dire de l'hébergement, on peut en faire du Airbnb local gratuit en cas de problème, les voitures, le transport, etc. Donc voilà, il y a à la fois faire levier sur l'existant et puis créer cette base de données d'engagement civiques locaux. Alors, en deux mots, pour faire en sorte que cette plateforme soit utilisée au quotidien, on a créé en fait un socle, une fondation, où là on va plutôt axer les services, référencer les services efficaces liés à l'aide à la personne, hein, bien sûr, parce qu'on est toujours dans cette problématique-là. Ça, c'est vraiment notre tissu.
peut-être peux-tu nous en dire quelques mots? Non. Bon, on continue. Alors voilà, donc l'aide à la personne, ça c'est vraiment la fondation de la plateforme. Ensuite, on a un deuxième niveau au-dessus de ces services existants, mais qu'on va fédérer, qui sont des services liés au secourisme. Et là, je peux peut-être te passer la parole pour que tu développes un petit peu plus. Alors, ça va tenir en 30 secondes. Donc, développer des axes d'initiation et de formation aux gestes de premier secours, mais en milieu quotidien de vie, c'est-à-dire par exemple lors des inondations, développer par exemple de la nage dans les rapides, dans des zones inondables, développer la prise de conscience autour de la connaissance d'extinction incendie en milieu de travail, en milieu culturel, en milieu familial, et également les gestes de premier secours en milieu de travail, de loisirs et culturel. Tout ceci pour rendre le citoyen et la citoyenne dédramatisés et en capacité d'aider son prochain. Ici. Ah, c'est charmante personne. Table suivante, 6 bis ou 7. Ce sera la 7. Merci les tables suivantes de vous préparer à vous lever dès la fin des pitchs, ce qui m'évite des blancs tout seuls sur l'estrade comme ça. À vous. Alors la table 7, ah oui pardon. La table 7, on a réfléchi, on avait donc une question, comment utiliser les services cartographiques et en fait on est parti d'un constat, c'est que la cartographie est un outil qui est pas forcément facile à interpréter pour un citoyen lambda entre guillemets qui n'a pas forcément de connaissances d'interprétation. Parfois on a du mal à se repérer dans l'espace, encore plus sur une carte, etc. Donc il y avait un vrai besoin de traduction de l'information cartographique et qu'on s'est dit que peut-être que finalement on se trompait et que la cartographie, la carte n'était pas une finalité en soi, mais était un outil, une espèce de filtre, mais que la finalité pouvait être d'adresser un message. Donc là, c'est une description du besoin finalement, un message qui soit quasiment personnalisé en fonction de la géolocalisation de la personne et par rapport au risque qui est en cours ou qui est sur le point de survenir et de se dérouler. Donc finalement, ce besoin, il s'adresse à n'importe quel usager, tout individu confondu. Il n'y a pas dans notre cas d'usager prioritaire ou d'usager secondaire. Et le contexte, eh bien, ce serait d'employer cette technique-là dans des risques et des crises acinétiques lentes pour avoir suffisamment de temps pour pouvoir traduire ces données cartographiques en messages qui soient intelligibles et compréhensibles et qui soient pendant une phase qu'on peut appeler de pré-crise, donc toujours de prévention, mais qui serait juste avant la crise. Et puis, voilà, tout dépend après du type de crise, mais en tout cas, dans un premier temps, d'appliquer ça à des crises acinétiques lentes. Oui, donc la solution qu'on a proposée, c'est quelque chose d'extrêmement simple et qui, paradoxalement, ne contient pas de cartographie directement, mais qui ingère de la cartographie comme interfaçage entre la donnée brute et l'information. Donc la solution, c'est de proposer une information très claire, binaire même, auprès de n'importe quel individu qui soit géolocalisé avec son portable, grâce aux données des réseaux de télécom. Et donc, quand il est dans une zone où il y a la présence d'un risque qui a été précalculé en temps réel par tout un tas de données, il est informé sur le fait qu'il est dans une zone de risque et on lui envoie par effet rebond un rapport, un géorapport avec un petit peu de cartographie non interactive pour contextualiser l'information sur le risque et des fiches réflexes ou des conseils de comportement suite à la présence de ce risque. La survenance du risque. Oui, alors oui, je précise que le risque évolue en permanence, donc la donnée proposée, la donnée envoyée aux individus évolue elle-même en fonction du déplacement des individus.
Donc, les contraintes pour la solution, c'est premièrement l'obtention des données sources temps réel, comme les paramètres physiques, la météo, les précipitations, les hauteurs d'eau, en cas par exemple des risques d'inondation, et également le développement de systèmes, de gros algorithmes, éventuellement d'intelligence artificielle qui produisent les données prédictibles en temps réel sous forme de résultats. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas actuellement. Donc les ressources nécessaires, ce sont les paramètres physiques temps réel, comme par exemple le CHAPI ou les données de Météo France, donc les données sur l'aléa, les données des opérateurs pour l'accès au réseau et la géolocalisation automatique, et les modèles prédictifs de prévention, donc les données classiques qui produisent les PPR pour les aléas. Et en fait, petite surprise, j'appelle la table 2 bis que j'ai oublié tout à l'heure, je suis navré. C'est à vous. Donc nous, on était la table sur quel outil pédagogique mettre en place pour communiquer sur le risque. Donc notre but, la finalité, c'est de permettre aux citoyens d'adopter le bon comportement le jour d'un événement en particulier, donc suite à un risque naturel, pour que les individus soient plus résilients face à ces risques. On part du postulat aujourd'hui que le citoyen il a déjà à disposition toutes les informations, que ce soit à la fois des infographies, que ce soit les experts, des textes. Mais le problème, c'est que d'un, il ne va pas les consulter, l'info ne l'atteint pas forcément parce que le citoyen ne va pas se sentir concerné. Ça dépend vraiment des cibles que l'on cible. Et même s'il a toutes les informations, le citoyen, le jour suite à un événement, il va y avoir le facteur stress qui va rentrer en jeu, donc qui va modifier son comportement. Même s'il a assimilé les bons gestes, il ne les réalise pas forcément. Et c'est ce levier, sur ce levier qu'on souhaite modifier. Alors, par quels moyens on voudrait, donc, en amont de l'événement, accroître l'accès à la culture du risque. Donc, ça va passer par un ajustement des messages de prévention, donc à la fois en fonction des cibles et en fonction des territoires, donc des communes ou des régions qui ont chacune leur spécificité et leur vulnérabilité. On veut permettre aux citoyens de vraiment de s'imprégner des conduites à suivre ou à éviter, par exemple par des vidéos. La contrainte, c'est vraiment le passage de l'information des spécialistes aux citoyens. C'est pour ça qu'on souhaite passer par des relais locaux, que ce soit à la fois des écoles, des mairies, des associations ou la presse locale, qui pourraient fédérer les communautés locales et permettre une meilleure circulation de cette information. Et ces messages seraient moins standardisés et plus adaptés à la fois au territoire et aux cibles. Et donc, messieurs, pardon, la table 7. Donc nous, on est à la table 7 bis et on a donc travaillé sur le même défi que la table numéro 7 avec finalement des conclusions assez proches. Donc la question, c'était comment utiliser les services cartographiques. Le défi qu'on a redéfini, c'est produire et diffuser une alerte tenant compte de la vulnérabilité de chaque citoyen, localisation, profil utilisateur, etc. Donc effectivement, c'est très proche de la table numéro 7. Par contre, nous, on a travaillé plutôt sur la cinétique rapide. On a cherché un exemple. Et l'exemple qu'on a pris, c'est un exemple tiré des événements des Alpes-Maritimes d'octobre de l'année dernière, où des pensionnaires dans une maison de retraite se sont noyés parce que les 2 aides-soignantes de garde n'ont pas eu le temps de les remonter au premier étage, alors que le rez-de-chaussée était en train d'être submergé.
Donc on a imaginé un message idéal qu'on aurait pu envoyer à ces 2 aides-soignantes qui aurait été un message assez simple du type le rez-de-chaussée de votre maison de retraite va être immergé dans 15 minutes, montez immédiatement tous les pensionnaires à l'étage. Alors évidemment, ça c'est le message idéal, il faut imaginer comment on aurait pu produire ce message. Bon, je ne sais pas s'il est possible de produire un message aussi précis, mais ça permet d'illustrer un petit peu ce qu'on aimerait pouvoir réaliser. Donc pour résoudre le défi, il faut fusionner, selon nous, 3 types de données. Les données de vulnérabilité géographique, les données de prévision et d'observation hydro et météo, et également des données de profil utilisateur. Donc de manière à pouvoir cibler le message en fonction de qui est l'utilisateur et quelle est sa vulnérabilité propre. On souhaiterait également il faudrait utiliser également des canaux de diffusion géolocalisés, donc il en existe certains et on pourrait en utiliser des nouveaux, et également ouvrir les données en open data, donc les données des alertes qui seront produites, donc les ouvrir en open data pour profiter des canaux de diffusion tiers, comme par exemple les véhicules connectés, la domotique, les GPS, tout un tas d'objets tiers qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes, mais sur lesquels les fabricants des objets pourraient diffuser nos alertes. Et un dernier point, c'est qu'il nous semble important également d'obtenir un feedback du terrain, donc de la part des utilisateurs, pour permettre d'améliorer les alertes. Donc on peut remonter tout un tas de données de la part des utilisateurs, donc on n'entre pas dans les détails ici, mais ça nous semble être également une piste intéressante pour faire des alertes plus pertinentes et plus proches des besoins des utilisateurs. Merci beaucoup. Si vous pouvez donner votre canevas à cette table-là, on les récolte. Est-ce que c'est la dernière table? Oui, c'est la dernière table. C'est parti. Donc la dernière table a travaillé sur comment améliorer la résilience d'un territoire. Donc nous, on a travaillé sur une base de connaissances des interdépendances à destination des collectivités territoriales et des opérateurs, en partant du constat que donc, tous les opérateurs télécoms, de fournisseurs d'énergie ou de transport présentent des fortes interdépendances entre eux, mais qu'il y a un manque d'échange d'informations puisque chaque producteur de données a plutôt tendance à les garder pour lui. Cette base de connaissances aurait pour objectif de savoir quel service sera interrompu, quand est-ce qu'il sera interrompu et pendant combien de temps. Ici, l'objectif, c'est donc d'améliorer la reprise d'activité, de réduire les délais de retour à un niveau de fonctionnement acceptable, voire à un niveau de retour à la normale. Le principal blocage, c'est bien la sensibilité des données qui sont produites. Tous les producteurs de données ont plutôt tendance à les garder chez eux par peur de diffuser des données sensibles. Donc ce qu'on a imaginé, c'est donc une plateforme collaborative où les acteurs qui peuvent être donc ceux dont j'ai parlé, les services publics, les collectivités, pourraient indiquer leur niveau de vulnérabilité, les interdépendances qu'il a identifiées avec les autres opérateurs, ainsi que ses délais de reprise d'activité. Chaque opérateur aurait alors le choix du niveau d'agrégation des données qui seraient mises à disposition, tout en gardant à l'idée l'objectif de pouvoir quand même en déduire le temps nécessaire à la reprise d'activité. Les contraintes qu'il va falloir dépasser ici, c'est donc toute la question de sécurisation des données, de leur mise à jour, et puis donc cette base d'interdépendance doit analyser la complexité donc de tous les échanges qu'il y aurait entre chaque opérateur. Et cette base de connaissances devrait également trouver un maître d'ouvrage capable de gérer l'ensemble des données éventuellement sensibles et définir les droits d'accès de chaque personne qui souhaiterait aboutir aux connaissances. On a donc là besoin d'énormément de ressources produites, la vulnérabilité électrique, tout ce qui concerne la production d'eau potable, d'alimentation en gaz, les réseaux télécoms, les routes, avec donc à chaque fois d'une part une cartographie des zones de fragilité, les délais d'interruption qui sont estimés, ainsi que la chaîne d'interdépendance. En 2 mots, on a eu également une deuxième idée qui, elle, s'est ciblée sur un problème beaucoup plus ciblé, qui est donc de créer un outil de sensibilisation à destination des collectivités pour anticiper la gestion des déchets post-crise. Cela part du constat que la plupart du temps, les déchets sont gérés dans l'urgence et que si on anticipe cette gestion des déchets, on peut réduire les coûts de traitement.
Donc ce serait en fait un outil qui permettrait d'évaluer le coût nécessaire au traitement des déchets selon plusieurs scénarios pour aboutir à une sorte d'analyse coût-bénéfice qui permettrait d'évaluer les bénéfices que l'on peut avoir en anticipant cette gestion de données. Donc là-dessus, les ressources nécessaires, c'est bien identifier les infrastructures qui sont présentes, les types d'habitation, et puis utiliser donc les ABAC, par exemple, proposés par le CEPRI pour évaluer les volumes de déchets, et puis tout ce qui concerne le traitement de chaque type de déchets. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc 2 idées en une. Eh bien bravo tout d'abord, hein, félicitations, parce que c'est très très complet et très riche. On a beaucoup de matières qu'on va pouvoir donner aux participants du hackathon. Et pour conclure, j'aimerais bien faire venir sur scène Madame Laure Tanjanski et Monsieur Serge Bossini, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Oui, excusez, on se coordonne entre directions du ministère. Je vais me permettre de commencer. Donc, je suis Serge Bossini, je suis directeur de la recherche et l'innovation. Puisque je ne suis pas quelqu'un du métier des risques, c'est Laure qui aura cette responsabilité de vous parler depuis la vision politique publique du ministère sur les risques naturels. Il me revient en fait plutôt à remercier déjà tous les participants, donc vous-même, et puis évidemment toutes les équipes de notre prestataire SpinTank, mais aussi toutes les équipes techniques de la direction de la recherche et l'innovation, du commissariat général au développement durable plus généralement, et du ministère, puisque la DGPR s'est aussi beaucoup impliquée. J'espère que j'oublie personne. Non, ça a l'air d'aller. Donc voilà, merci à tous. Comme toujours, à la fin d'un barcamp, tout le monde est un peu fatigué, on a beaucoup phosphoré, etc. Et on se rend compte, moi qui n'ai pas eu la chance de participer à toute la journée, qu'il y a un petit côté déceptif en fin de journée, parce que finalement, on sent qu'on tourne toujours un peu autour des mêmes sujets. Sur, je vais créer un réseau de citoyens, je vais animer une communauté, je vais utiliser les réseaux sociaux, je vais utiliser les SMS pour envoyer directement à tous les gens qui sont dans une zone, etc. Donc ces systèmes-là, on sent qu'ils sont toujours un petit peu évoqués, un peu esquissés. Et finalement, d'ici, il nous reste encore un mois, quelques jours d'ici le hackathon cette fois-ci, où on souhaite avoir des réponses un peu tangibles, des preuves de concept, des prototypes viables, même si c'est juste un tout début. Et je pense que vraiment, il faut franchir un pas. Donc on a encore un mois, on va voir aussi entre nous si on ne fait pas encore un petit événement plus centré sur certaines données. On a parlé des données des opérateurs télécoms, par exemple, pour qu'on puisse s'ancrer un peu plus dans l'acte de faire, qui est quand même l'objet qui nous réunit ici et qui va nous faire réussir. Voilà. Donc ça, c'était un petit mot de gratitude générale pour toute votre énergie, et je laisse maintenant la parole à la vraie spécialiste des risques naturels. Ça m'a laissé le temps d'essayer de structurer quelque chose. Merci. Donc merci, bonsoir. Donc Laure Tanjanski, je suis chef du service risques naturels et hydrauliques à la Direction générale de la prévention des risques, qui a été représentée, qui a participé aux ateliers. Donc bien sûr, on se doit aussi de vous remercier. Je pense que c'est des occasions, c'est très riche de travailler dans ce format. Pour nous, puisque j'ai entendu les restitutions, ce qui est un peu frustrant, mais c'est déjà ça. C'est important dans les restitutions d'entendre des choses qui sont quelque part notre cœur de métier. Et en même temps, ce qu'on cherche, c'est toujours donc ça conforte des mots qu'on entend régulièrement, mémoire, vigilance, culture du risque, etc. Puis d'essayer de le voir sous un nouvel angle, même si on entend, c'est peut-être un peu toujours les mêmes sujets d'application, mais pour nous, ils sont pour partie nouveaux, ils peuvent aller un cran plus loin. Donc ça, c'est intéressant. Je ne pourrais pas être exhaustive. J'ai entendu des mots-clés. Il y a la question de l'articulation du top-down et du bottom-up. Donc le top-down, c'est nous, on travaille au niveau réglementaire, c'est l'État, on donne de l'information, est-ce que c'est la bonne, est-ce qu'on peut l'enrichir, comment est-ce qu'on peut l'enrichir. Et puis dans le bottom-up, il y a eu des termes intéressants, il y a la multitude, mais la multitude, si elle est organisée, si elle est responsabilisée, et comment est-ce que les outils qu'on met à disposition et la façon de travailler peuvent contribuer à cette responsabilisation. Ce d'autant plus, et c'est ressorti dans ce que vous avez dit, qu'on a un sujet sur le rythme des événements, c'est-à-dire que même si
c'est souvent on parle d'inondation. Heureusement, il y a des gens qui ont réfléchi aux autres risques naturels, mais même si ça revient tous les 3 ans, ce qui paraît beaucoup, on se rend compte que la mémoire est courte en fait. Et donc il y a ce sujet de comment est-ce que, sans être dans la sinistrose et la panique, on fait vivre les bons comportements, les bons gestes, et là aussi il y a des outils qui peuvent servir. Donc dans le bottom-up, je vois toute la partie assez démultipliée, il y a comment recueillir plus d'informations pour préparer, gérer la crise, en avoir la mémoire, et comment utiliser mieux tous les réseaux pour jouer sur les comportements avant, pendant, après, et responsabiliser. Donc les termes clés, ils y sont, c'est vigilance, c'est bon. Mais ce qui me paraît très intéressant, c'est l'articulation outils techniques modernes et comportements. L'outil tout seul, même s'il est développé et qu'il n'y a pas les comportements qui vont avec, peut-être qu'on n'aura pas. Et comment est-ce qu'on fait pour influer durablement sur des comportements? J'avais suivi un petit peu, j'avais essayé de suivre ce qui était fait sur l'hackathon biodiversité. Peut-être que pour la suite des travaux, il y a un sujet, je connais moins pas sur le sujet biodiversité, mais des sujets juridiques un peu plus importants en fait. La donnée qu'on a est de la donnée réglementaire. Quand on a de la donnée d'inventaire de biodiversité, c'est pas toujours la même donnée. Et les comportements et les décisions sur lesquelles on va influencer par l'information qu'on met en raison, ça peut donner du risque pénal. Et donc je pense que ça, c'est peut-être un sujet intéressant de réflexion. C'est si je donne des informations via un réseau qui déclenche un choix de gestion de crise, c'est pas la même chose que si je mets en réseau des informations pour prévenir des gens qui ont un embouteillage sur la route plus loin. Donc voilà, moi je vous laisserai peut-être ça en ouverture. Peut-être que ça a été abordé dans cette table ronde. Il y a eu les termes normalisation, statut de la donnée, voilà. Et c'est peut-être aussi des sujets qui sont intéressants parce qu'ils peuvent revenir vers nous après, puisqu'il y a eu quelques interpellations sur le cadre juridique. Et ça, c'est nous. Donc ça prouve bien que le travail voilà, peut se continuer sur ces bases avec certainement des sujets passionnants. Là, pour ceux qui, je ne sais pas s'il y a des compléments à apporter pour ceux qui ont suivi toute la journée. Et donc, je vous remercie. On sent effectivement que c'est le soir et que vous avez énormément donné. Merci encore et on vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à revenir vers nous pour l'inscription au hackathon parce qu'on sera ravis de vous revoir concrétiser ces belles idées que vous avez eues aujourd'hui. Merci encore.